Bonjour. Nous allons maintenant faire une petite table autour du souk au Maule et le marché dans la péninsule arabique, en voyant un petit peu son histoire. Et vous allez voir un petit peu ce qui est intéressant, c'est de voir le peu que nous savons sur les marchés vraiment dans l'Antiquité par rapport à l'importance qu'ils ont pris aujourd'hui dans les pays d'Arabie et la place qu'ils ont aujourd'hui à la fois dans les transformations sociales, dans la construction de la société, que ce soit même pour les jeunes, la place de la femme, etc. Alors nous allons prendre un petit peu en chronologie cette histoire des souks en Arabie, en commençant par l'Antiquité avec Jérémy Chitecat, qui est chercheur au CNRS à Paris et qui a travaillé sur dans plusieurs pays de l'Arabie, aux Émirats, en Arabie Saoudite, au Yémen. Et puis ensuite nous irons pour la période médiévale et moderne avec Éric Vallet, qui est maître de conférence à l'université de Paris 1, actuellement en Allemagne d'ailleurs. Et puis nous passerons à un collègue allemand qui est doctorant et qui est de la Freie Université à Berlin, qui nous parlera plus précisément du XXe siècle et je crois plutôt de Jeddah. Et puis nous terminerons avec Laura Saf, qui est doctorante à Paris 10 à Nanterre et qui travaille précisément sur les malls, sur la jeunesse dans les malls, les femmes dans les malls aujourd'hui en Arabie. Donc je passe la parole à Jérémy Chitecat. Merci Michel. Alors, moi je vais commencer donc sur une période qui est beaucoup plus haute que celles qui viendront par la suite. Je vais vous parler d'une période qui est en gros le premier millénaire avant Jésus-Christ et le début de l'ère chrétienne. Et on va voir que la situation est effectivement très contrastée par rapport à celle qui sera présentée par la suite, pour une raison qui est assez simple, c'est qu'on ne connaît pas, pour ainsi dire, les espaces de commercialisation, pour deux raisons. La première raison, c'est que nous avons énormément d'inscriptions. Le corpus des inscriptions sud-arabiques, c'est à peu près 10 à 15 000 textes. Or, ces textes ne traitent pas de la question commerciale. Ça n'intéressait manifestement pas les personnes qui ont laissé une trace dans la pierre en gravant des inscriptions. On parle de conquête, on parle d'édification de bâtiments, on parle d'offrandes à des divinités, on ne parle pas du commerce. Le deuxième élément, c'est qu'il nous reste l'archéologie. Or, par la fouille, nous n'avons trouvé que très peu de traces de ces activités commerciales. Alors, en tâchant un petit peu de regrouper les données à notre disposition, que sait-on de la présence de corps de métier? Quasiment rien. Nous avons un mot en sud-arabique, garbein, qui mentionne des tailleurs de pierre. Donc un corps de métier qui est attesté. Nous connaissons la présence de quelques ateliers sur des sites archéologiques, des ateliers assez limités de céramique, de métallurgie, d'orfèvrerie, de taille de pierre, d'extraction, soit de pierre, de sel ou de minerai. Voilà tout ce que l'on sait sur, les circuits de production. Alors maintenant, sur les espaces concrètement dévolus à l'activité économique, nous n'avons que 3 sites qui ont laissé des traces de cette activité économique. Le premier, c'est le site de Cani, qui est un port sur le golfe d'Arabie, qui ouvre sur l'océan Indien, dans lequel ont été trouvées de probables petites échoppes, des petites structures qui ont été interprétées par les archéologues, dont nous avons ici l'un des fouilleurs, Michel Mouton, comme de possibles petites échoppes. Le deuxième site sur lequel a été trouvé un de ces espaces dévolus aux activités économiques, c'est Qaryat El Fao. Alors je suis désolé, j'ai malheureusement pas de support imagé. C'est un site qui est au sud de l'Arabie Saoudite, qui était une ville caravanière sur les grandes pistes, les grandes voies de circulation du commerce des aromates. Un site assez isolé, dans une oasis, et dans lequel a été retrouvée et fouillée une grosse structure qui est interprétée par les archéologues saoudiens qui ont mené la fouille comme un souk. Cette hypothèse, à mon sens, doit être discutée parce que la structure, c'est un bâtiment carré de 30 mètres de côté, avec des murs très épais de 3 à 4 mètres d'épaisseur, 7 tours, une toute petite porte et à l'intérieur des petits espaces cloisonnés. Pour un souk, l'accès est extrêmement difficile. C'est un bâtiment qui est très fortifié et donc j'y verrais plus volontiers soit un entrepôt
fortifié, soit une structure défensive. L'hypothèse d'un souk, pour moi, est loin d'être assurée. Le troisième site sur lequel on connaît un de ces espaces consacrés à l'activité commerciale, c'est le site de Tamna, qui était une capitale d'un des royaumes sud-arabiques au Yémen, donc la capitale du royaume de Qataban, où nous avons là, cette fois-ci, un espace qui est concrètement identifié, qui est une place de marché. C'est une place de marché dont les accès étaient verrouillés, contrôlés, et au centre de laquelle se trouve un obélisque sur lequel se trouve une inscription qui réglemente l'activité commerciale effectuée sur cette place de marché. Alors, que nous apprend cette inscription ? L'obligation d'enregistrer les produits qui sont commercialisés et de s'enregistrer en tant que commerçant, l'obligation d'avoir un étal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commercer de n'importe quelle manière, l'obligation de ne pas porter préjudice à l'activité commerciale de la tribu principale du royaume, la tribu de Qataban, pour les commerçants extérieurs à cette tribu, et l'obligation pour ces commerçants de payer une taxe dont la tribu de Qataban est exempte. Donc ici, on a clairement une réglementation de l'activité de ce marché. C'est la seule structure de commercialisation connue pour l'Arabie pré-islamique, de manière assurée. Alors après, évidemment, on connaît sur un certain nombre de sites archéologiques des esplanades, des espaces vides qui ont tout à fait pu avoir constitué une place de marché, un lieu d'échange, mais jusqu'ici, en tout cas, nous n'en avons pas d'éléments pour étayer cette hypothèse. Alors comment peut-on expliquer cette quasi-absence d'édifices à vocation, à fonction commerciale ? La première hypothèse, c'est que ces édifices sont difficiles à identifier. La morphologie d'un édifice ne reflète pas nécessairement sa fonction économique. Et il se peut tout à fait que nous ayons fouillé un ensemble de structures qui n'ont pas été identifiées comme un lieu d'échange et qui ont tout à fait pu l'être. Ne serait-ce que des maisons, des structures d'habitat au rez-de-chaussée desquelles on pouvait ouvrir une petite échoppe sur l'extérieur. La deuxième hypothèse, c'est que les lieux de commercialisation étaient des lieux en plein air, donc difficiles à identifier, avec des structures en matériaux périssables, de petites étals, de petites structures, ou simplement une vente à même le sol, qui fait que du point de vue archéologique, on n'en trouve pas la trace. Hypothèse numéro 1, donc on peut formuler l'hypothèse que l'activité commerciale se faisait hors de tout espace réglementé. Et j'en veux pour preuve quelques petits bâtonnets inscrits, qui sont des inscriptions cursives qui mentionnent simplement des échanges entre deux personnes de tel produit contre tel autre produit. L'autre hypothèse, c'est que l'activité commerciale se faisait hors les murs des sites qui ont été fouillés, dans des lieux qui étaient spécialement consacrés à cette activité et de manière ponctuelle. Et là, je pense à ce qui se passe aujourd'hui au Yémen ou en Oman, où ponctuellement on se retrouve en un lieu qui va s'appeler Souk al-Khamis, par exemple, le souk du jeudi, qui est un lieu isolé, où vont se retrouver des personnes qui vont tenir marché. Évidemment, du point de vue archéologique, ces sites sont extrêmement difficiles à identifier, puisqu'il n'y a pas de structure et que c'est isolé dans la nature. Donc voilà comment on peut, disons, essayer d'expliquer cette absence d'espace dévolu à l'activité commerciale, que ce soit le souk ou la place de marché qui reste difficile à cerner. Alors, un dernier point que je voudrais soulever avant de passer la parole à mes collègues, c'est d'essayer de cerner comment était encadrée cette activité commerciale, puisque là nous avons quand même quelques indices ténus, mais qui permettent de voir une progressive mainmise du pouvoir sur les échanges commerciaux et l'intérêt que cela peut rapporter du point de vue des taxes et de l'imposition. Au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, ce sont principalement les temples qui sont les lieux de prélèvement de taxes sur les échanges. Alors, je disais tout à l'heure que nous n'avons pas de témoignage épigraphique de ces activités commerciales. C'est disons, à nuancer, nous avons deux inscriptions qui nous fournissent quelques indices, quelques éléments sur un corpus de 12 000 textes. Le premier, c'est un code mercantile qui vient d'un site du nord de l'Arabie Saoudite, le site d'Aloula, qui mentionne le paiement d'une taxe par des commerçants au temple de Ouad, donc ici prélèvement par un sanctuaire. Et le deuxième élément, c'est également une inscription qui mentionne le prélèvement de taxes au profit des temples
dans la ville de Maïn, qui était la capitale d'un des royaumes sud-arabiques. Donc 2 inscriptions qui évoquent ce phénomène. Et puis une source classique, Pline l'Ancien, qui dans l'histoire naturelle mentionne le fait que les caravanes étaient taxées sur le site de Chabois, qui était une autre capitale de royaume sud-arabique, lors de leur passage sur les pistes caravanières. Donc au 1er millénaire avant Jésus-Christ, le prélèvement est effectué par les temples principalement. Et puis l'on voit s'opérer une progressive mainmise du pouvoir royal sur l'activité économique et les ressources qu'elle génère. Une inscription de Mareb au IIIe siècle de l'ère chrétienne. Mareb, c'était la capitale du royaume de Saba. Donc 3e témoignage épigraphique, qui mentionne la réglementation du commerce du bétail et des esclaves avec des règles fixées, assez établies, qui mentionne par exemple que le bétail qui a été acheté doit être livré sous 1 mois, que si rétraction de l'achat il y a sous 20 jours, l'acheteur doit payer une location pour le bétail qui a été utilisé pendant 20 jours, et que si la bête meurt au-delà de 7 jours après l'achat, le vendeur n'est absolument pas responsable. Donc une forme de réglementation, et cette réglementation est établie par le souverain, non plus, cette fois-ci par exemple, par le souverain. Et enfin, l'autre élément, c'est le développement d'un commerce maritime au début de l'ère chrétienne qui va remplacer progressivement le commerce caravanier. Et l'on voit apparaître des ports sur la côte de la mer Rouge et sur la côte du golfe d'Arabie, de la mer d'Arabie, ports qui sont sous contrôle, non pas des temples, mais du souverain. Et donc là, le commerce des aromates passe d'un contrôle et d'une taxation des temples à un contrôle royal. À Cani, donc port que j'évoquais tout à l'heure, les entrepôts sont placés sous l'autorité du souverain, les entrepôts dans lesquels étaient stockés les aromates. À Soumouram, qui est un autre port du royaume du Hadramaout, des agents du roi sont responsables du contrôle du commerce de l'encens qui va ensuite partir par bateau vers la mer Rouge et la Méditerranée. Et enfin, le port d'Al-Maha, qu'on connaît mieux sous le nom de Mocha, était contrôlé par un gouverneur qui était lui-même sous l'autorité du roi de Himyar. Donc on voit ici que le grand commerce des aromates passe d'un contrôle et d'une taxation des temples à celui du souverain. Donc voilà, disons, ce que l'on peut dire pour la période pré-islamique. J'ai essayé de réunir un petit peu les éléments assez ténus que nous avons à notre disposition, que ce soit épigraphique ou archéologique, pour tenter de voir comment peut s'organiser tout cela. Mais en tout cas, nous n'avons pas, au cœur de nos villes, des souks qui seront l'un des éléments constitutifs de la ville arabo-musulmane, et puis le môle pour les périodes plus récentes. Des commentaires? Non? Sur ce que vient de dire Jérémy Chitegat? Non, j'en aurais juste un pour revenir sur les emplacements des marchés. Effectivement, Jérémy Chitegat parlait de ces marchés qui étaient à l'extérieur des villes, mais qui sont très difficiles à voir. Mais nous en avons effectivement repéré quelques-uns par l'archéologie, puisque notamment à côté de Taj, d'un site qui est au nord-est de l'Arabie Saoudite, il y a un grand espace qui est jonché de matériel, sans aucune construction, et qu'on pense être peut-être un lieu de marché. Il y a un autre site qui s'appelle Jebel Kenzan, qui est aussi à la croisée des routes. Mais ça peut être simplement des lieux de repos des caravanes et pas forcément des marchés. Mais on a cette hypothèse. Nous allons passer maintenant aux périodes plus récentes, déjà dans la période islamique, avec Éric Vallet. Et Merci. Là, je crois qu'il y a il y a un PowerPoint, le premier à mettre. Merci beaucoup, Michel. Donc, je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord disons, remercier les organisateurs des rendez-vous de l'histoire du monde arabe d'avoir laissé autant de place à l'histoire de l'Arabie. Quand on pense à l'histoire du monde arabe, on pense spontanément à l'histoire du Maghreb, à l'histoire de la Mésopotamie, à l'histoire de la Syrie, à l'histoire de toutes ces régions qui ont bordé la Méditerranée et qui bordent encore la Méditerranée. On pense moins spontanément à l'histoire de l'Arabie, sauf peut-être pour les débuts de l'islam. Or, cette Arabie a une histoire qui mérite d'être connue, d'être étudiée à part entière, mais je dirais que c'est finalement le produit de recherches qui sont assez récentes, qui sont menées aussi bien dans la péninsule arabique, où se sont développées beaucoup d'universités au cours des dernières décennies, qu'en Europe, aux États-Unis. Et donc vous aurez, au cours des 3 jours des rendez-vous de l'histoire ici à Lima, quelques aperçus de ces recherches récentes sur l'Arabie, produites aussi bien en Allemagne au Zentrum Moderner Orient, qui est un centre important pour l'étude de l'Arabie en Europe,
en France, donc avec le Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa. Nous avons la chance d'avoir ici son directeur, Michel Mouton, et d'autres institutions ailleurs. Il me semble que la question du marché, c'est une question qui est vraiment essentielle pour comprendre l'histoire de l'Arabie sur la longue durée, qui est une histoire qui ne se réduit pas simplement au Coran et au pétrole, mais qui a aussi son existence propre, ses évolutions, ses mutations. Et je partirai d'une ambiguïté du titre de cette table ronde, qui est le marché dans la péninsule arabique. Alors peut-être que certains d'entre vous ont l'habitude d'aller au marché, mais lorsqu'ils vont au marché, ils ne vont pas forcément au marché de l'or. Ou en tout cas, ils ne vont pas s'intéresser de savoir, lorsqu'ils vont au marché acheter leurs légumes ou leurs poissons, de savoir si le marché de l'or est haut ou bas. Donc en français, il y a cette ambiguïté qu'il existe dans d'autres langues, entre une première définition du marché, comme une structure physique, qui correspond à un lieu d'échange plutôt local, où on va rassembler des produits venus de l'ère immédiate d'approvisionnement, les petits maraîchers du bassin parisien qui, le dimanche, viennent apporter leurs belles salades, ou de plus loin, les bananes qui viennent etc. Et puis, il y a le marché comme, au contraire, structure produite par des activités capitalistes, des activités de spéculation, et qui se définit, qui a une histoire, qui a eu tendance à prendre de plus en plus de place, et à tel point que pour la période moderne, qui est la période, on le sait, d'expansion de ce capitalisme, grand historien de l'histoire du capitalisme moderne, Fernand Braudel, a introduit une distinction fondamentale qui est un peu le cœur de son grand livre sur civilisation matérielle, économie et capitalisme à l'âge moderne, entre le XVe et le XVIIIe siècle, où il oppose le marché et les marchés. Il y a la sphère des marchés, qui est une sphère locale de l'échange, et la sphère du marché, la sphère du capitalisme, et notamment du capitalisme au long cours, du grand commerce, serait venue progressivement détruire, s'immiscer dans cette sphère des échanges locaux pour en prendre possession, pour prendre le pouvoir. On peut dire d'une certaine manière que l'Arabie est une excellente illustration de cette évolution et que le titre même de la table ronde, du souk au mol, résume la victoire du marché, du grand marché capitaliste, celui du commerce qui va de Taïwan jusqu'à l'Amérique du Sud, avec leurs produits qu'on retrouve à Dubaï ou dans les grands supermarchés, les grands malls du Golfe et de l'Arabie. Donc la victoire du marché sur les marchés, c'est-à-dire sur ces structures locales de production et d'échange. Et donc si on veut écrire cette histoire des marchés de l'Arabie sur la longue durée, eh bien, il faut étudier, je pense, cette relation entre les marchés locaux et le grand marché international qui existait déjà pour des époques relativement reculées. Il faut bien voir aussi que cette Arabie, ce n'est pas un territoire uniforme. Contrairement à ce qu'on imagine spontanément, l'Arabie ne se résume pas à un grand désert. Il y a des terroirs, des territoires extrêmement variés, extrêmement divers, et la multiplication de ces marchés, l'existence de lieux de commercialisation multiples, est d'abord liée à la diversité de ces terroirs, à la complémentarité de ces terroirs. Donc je voudrais, en partant de l'exemple, disons, qui est l'exemple le plus intéressant pour ce qui nous intéresse, parce que c'est l'endroit où il y avait le plus de marchés depuis une période ancienne, celui que vient d'évoquer Jérémy Chitkat, l'Arabie heureuse, l'Arabie du Sud, le Yémen. Donc en partant de l'exemple du Yémen, je voudrais évoquer ces deux grands types de marchés. Donc les marchés, d'abord les marchés locaux, les souks. Ces souks, on peut les repérer non pas par l'archéologie, qui reste assez, en tout cas pour la période islamique, assez limitée en Arabie, mais on peut les repérer surtout dans les textes. Des sources écrites en arabe, très abondantes pour la période qui commence à partir du 8e, 9e siècle, jusqu'à la période actuelle. Il y a beaucoup de manuscrits qui ont été écrits au Yémen, et un certain nombre de ces manuscrits, de ces textes écrits au Yémen, nous parlent de certains de ces marchés. Et ils nous permettent de distinguer, un peu comme a commencé à l'esquisser Jérémy Chitkat tout à l'heure, deux constats. D'abord, ces marchés se trouvent partout. Ils se trouvent partout parce que le Yémen, c'est un pays extrêmement divers. On va évoquer très rapidement la diversité de ces terroirs. D'abord, vous avez une zone, disons, d'agriculture plutôt tropicale, qui est la zone côtière qu'on appelle la Tiama, qui se situe en bordure de la mer Rouge, avec des températures très élevées l'été, et des grands oueds
qui ne sont donc actifs que pendant une toute petite période de l'année, pendant la saison des pluies, qui, une fois drainés, ont permis de développer des grandes plaines de cultures céréalières, avec du sorgho notamment beaucoup, mais aussi des cultures de type dattière, palmier dattier, ou de type tropical, avec des bananes, des mangues, des choses comme ça. Deuxième... Alors, comment ça fonctionne? Non, ça c'est... Je me suis trompé de... Excusez-moi. Voilà. Voilà. Deuxième terroir, bon là j'ai mis quelques images, d'un de ces marchés les plus célèbres, encore actifs aujourd'hui, enfin disons à la période contemporaine. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il en est de la situation actuelle de la Tiama, ou en tout cas, je l'évoque avec beaucoup d'émotion. Donc le marché de Bajil, qui est un marché traditionnel, typique de cette zone de la Tiama, où s'échangent des productions de l'immédiat arrière-pays, donc production céréalière, des productions aussi de petit artisanat, de la poterie, de la vannerie, et puis de l'élevage aussi, beaucoup dans cette zone de la Tiama. Deuxième terroir très important du Yémen, ce sont les terroirs montagneux, qui sont des terroirs complémentaires, associant de manière complémentaire donc des hauts plateaux, où on voit plutôt se développer au cours de l'histoire de l'élevage, des cultures là aussi céréalières. Qui dit élevage dit aussi activité textile, donc production de tissus, des tissus qui, dès avant l'arrivée de l'islam, sont déjà très célèbres en Arabie, mais aussi dans l'ensemble du Proche-Orient. Le prophète était vêtu avec des tissus du Yémen, la fameuse bourda du prophète était un tissu yéménite, et aussi des cultures en terrasse, donc patiemment façonnées par la main de l'homme, dans lesquelles on va trouver au départ plutôt donc, des cultures, disons, assez soignées, de la céréaliculture, mais aussi des cultures vivrières diverses et variées. Avec donc, ces grandes capitales. Et puis enfin, donc, les régions plus orientales, qui sont les régions des berceaux des royaumes sud-arabiques qu'a évoqué tout à l'heure Jérémy Chitkat, donc régions de steppe, régions en bordure du désert, qui bénéficient de ressources en eau au moment de la saison des pluies, mais beaucoup plus réduites que celle de la Tiama, et puis des zones d'oasis plus à l'est, en particulier cette grande zone d'oasis, pourrait-on dire, qui est le Hadramaut. Donc voilà des terroirs complémentaires, et de cette complémentarité naissent des échanges locaux et puis des échanges entre les régions. Donc on voit apparaître assez tôt la circulation de produits des hauts plateaux descendant sur la côte et vice-versa, et se multiplient donc des marchés sous deux formes essentielles. D'abord des souks temporaires, qu'a évoqué Jérémy Chitkat, et dont on a conservé encore la trace aujourd'hui dans la toponymie, dans les noms des lieux. Vous avez beaucoup d'endroits qui s'appellent Souk al-Ahad, le marché du dimanche, Souk al-Khamis, le marché du jeudi, et qui sont en fait des lieux généralement situés en fond de vallée, sur les grands axes de circulation, qui étaient des lieux donc d'échange entre les terroirs les plus proches. Et puis, il y a aussi donc des souks permanents, que l'on trouve essentiellement dans les grandes villes, qui sont des souks protégés, avec différents types d'institutions, en particulier donc, ce qu'on appelle des RAN, donc des caravansérails, qui servaient à concentrer des marchandises venues de plus ou moins loin, souvent par type de marchandises. On avait une spécialisation des différents RAN. Parfois, ces RAN étaient aussi des lieux de taxation de l'État. Souvent, ils étaient des lieux de taxation de l'État, et des lieux aussi de concentration du commerce de gros, où intervenaient ce qu'on appelle les courtiers, les samsar, simsar. Et donc, ce n'est pas un hasard si encore aujourd'hui, on désigne ces caravansérails dans la grande ville de Sanaa sous le nom de samsara. Dans les textes plus anciens, les textes médiévaux, on trouve plutôt le terme de ran, qui est un terme assez courant. Et puis, à côté de ces ran, ces samsara, donc ces lieux de concentration des marchands venus de l'extérieur et des produits venus de l'extérieur, eh bien, il y a le souk à proprement parler, avec les petites boutiques des détaillants qui viennent s'approvisionner dans les samsara. On pourrait prendre l'exemple ici de la ville de Sanaa. Je prendrai j'évoquerai rapidement deux exemples plus exceptionnels. D'abord le cas de la Mecque, où il y a des marchés permanents, des souks permanents. On sait qu'à la période médiévale, il y avait aussi des RAN, notamment un RAN pour les tisserands, donc pour le textile, et un RAN pour les parfums, les aromates. Mais ce qui fait la spécificité de la Mecque, c'est qu'elle était en même temps un lieu de souk permanent et un lieu de souk temporaire, notamment au moment du grand pèlerinage, lorsque affluaient plusieurs dizaines de milliers de personnes. On estime à peu près autour de 30 000 personnes en moyenne, le nombre des pèlerins qui se retrouvaient au moment du grand pèlerinage pendant la période médiévale à la Mecque. Ça variait beaucoup d'une année à l'autre, mais
Ça donne un ordre de grandeur. Et il y avait à ce moment-là des souks en plein air, édifiés dans certains endroits, donc à l'extérieur du sanctuaire de la Mecque, et surtout dans le petit village de Mina, qui était à mi-chemin entre la vallée de Arafat et la Mecque à proprement parler, donc qui était un lieu de passage important et un lieu important d'un point de vue rituel au moment du grand pèlerinage, où on sait par les textes médiévaux qu'il y avait une espèce de grand marché à ciel ouvert qui devait laisser des détritus qui ressemblent un peu à ce que vous avez pu retrouver sur les chantiers que Michel Mouton évoquait tout à l'heure. Autre cas un peu particulier, celui d'Aden, qui est une ville-marché à proprement parler, une ville dont la fonction essentielle est de servir d'interface entre le grand commerce de l'océan Indien, de la mer Rouge, et les zones de l'intérieur. Aden, donc, c'est au Moyen-Âge une île reliée à la terre ferme par un pont. Aujourd'hui, le pont s'est ensablé et donc c'est devenu une presqu'île. Et donc, c'est une île qui est une île volcanique avec des caractéristiques physiques très impressionnantes, puisque le volcan que l'on voit ici, hop, je change d'appareil technique et vous voyez le petit laser qui apparaît. Donc, ce volcan et donc ce cratère n'est ouvert que d'un côté sur la mer, et il y avait une toute petite ouverture à l'époque médiévale, jusqu'à l'arrivée des Anglais au XIXe siècle, qui permettait d'accéder à la terre. Et puis tout le reste, c'est le cratère avec ses pans montagneux qui font plusieurs centaines de mètres, donc c'était un lieu extrêmement facile à protéger. L'autre élément qui fait d'Aden donc une place d'exception au Moyen-Âge, c'est la présence d'une petite île qui s'appelle l'île de Sira, qui avait l'avantage de protéger, donc au moment de la mousson, de protéger les navires qui pouvaient se réfugier donc à l'abri de cette petite île. Comme les vents changent dans l'océan Indien, donc quand ce n'est pas la mousson à l'automne et à l'hiver, ce sont plutôt les vents du nord-est qui sont dominants, une digue a été construite au cours du premier millénaire de notre ère, dont des traces archéologiques ont été retrouvées en sous-marin, enfin, des traces sous-marines ont été retrouvées récemment, et donc cette digue permettait de protéger les navires au moment de la période de l'Asiab en automne et en hiver, ce qui veut dire que les navires étaient en permanence protégés. Dans la rade d'Aden, c'était peut-être le seul endroit sur toute la côte de l'Arabie du Sud qui bénéficiait d'une telle protection. Et donc Aden a été très vite occupée par des pouvoirs depuis une période ancienne. On la trouve déjà active à l'époque pré-islamique, déjà quelques siècles avant notre ère. Et puis à l'époque médiévale, elle va être donc enceinte par une muraille extrêmement impressionnante, surmontée de 2 forteresses. Et au centre de cette ville médiévale, on trouve donc un grand marché et une douane. En réalité, à Aden, il y a un double marché. Il y a le marché qu'on pourrait qualifier de marché ordinaire, qui est le souk, avec ses khans, où les marchands pouvaient venir s'approvisionner. Et il y a le marché extraordinaire, qui est en fait inscrit à l'intérieur de la douane, puisque le gouvernement, l'État, avait transformé la douane en une sorte de marché réservé. La douane servait de filtre pour les marchands qui arrivaient, et un certain nombre de règlements qui ont été retrouvés dans des archives pour la fin du Moyen-Âge, entre le XIIIe et le XVe siècle, montrent que l'État conservait une sorte de droit de préemption sur toutes les marchandises qui entraient dans Aden par la douane, et qu'il pouvait les acquérir à un prix favorable à l'intérieur de la douane avant que ces marchandises ne sortent et ne soient revendues sur le marché ordinaire. Donc un système de double marché qui permettait à l'État d'échapper au monopole des marchands, puisque, mécanisme assez logique, lorsque l'État avait besoin d'une marchandise de toute urgence, il avait besoin de fer parce qu'il voulait faire la guerre, par exemple, il était assez facile pour les marchands de se liguer ensemble pour faire monter les prix. Donc l'État avait mis en place ce système qui lui permettait d'avoir une commande qui n'était pas forcément défavorable pour les marchands, mais d'avoir des prix qui restaient raisonnables. Alors, cette ville d'Aden nous permet de passer, vous avez une gravure qui date de l'époque de la conquête portugaise de l'océan Indien, cette ville d'Aden nous permet de passer à cette réflexion sur le rapport entre les marchés locaux et le grand marché. Ce grand marché qui est le grand marché du commerce international à l'époque qui nous intéresse. L'idée la plus courante, c'est que l'Arabie a servi essentiellement de plaque tournante entre les 2 grands poumons commerciaux de l'Ancien Monde, la Méditerranée et l'océan Indien. Et que les marchandises, en particulier les marchandises les plus riches de l'Inde, les aromates, les épices, les soieries, ne faisaient que transiter par cette frange maritime de l'Arabie, par
on dit parfois l'ourlet maritime de l'Arabie, par des ports comme Aden, avant de passer vers des régions qui étaient des grandes consommatrices d'épices, d'aromates, de tissus, comme l'Égypte ou comme les pays de l'Europe au Moyen-Âge. Eh bien, c'est faux. C'est une vision qui est largement tronquée, puisque en réalité, l'Arabie ne doit sa place dans les échanges internationaux que parce qu'elle avait elle-même des choses à offrir et qu'elle avait elle-même aussi beaucoup de ses produits à consommer. Et il nous faut donc regarder d'un peu plus près la façon dont ce territoire de l'Arabie du Sud, a été progressivement transformé par la demande du marché international. Alors, une première demande du marché international, très connue, c'est l'encens. À la période pré-islamique, qu'a évoqué très rapidement Jérémy Chitkat, et au cours de la période donc, de l'encens est plutôt consommé en Méditerranée, il est acheminé par des voies caravanières internes au cours du premier millénaire, avant, comme l'a dit Jérémy, que cet encens soit plutôt pris en charge par la voie maritime depuis les grands ports qu'il a mentionnés. Cette période de l'encens, c'est la période de développement important donc, de cette région qui était une région de steppe que j'ai évoquée tout à l'heure, dont l'économie reposait à la fois sur l'irrigation et sur le commerce caravanier de l'encens qui venait donc de régions plus lointaines, notamment du Hadramaout à l'est. Dès les premiers siècles de notre ère, avec la mise en valeur progressive des hauts plateaux, des régions de montagne, on voit apparaître de nouveaux produits que j'ai mentionnés tout à l'heure, les textiles, l'élevage, les céréales, qui vont faire de l'Arabie du Sud le grenier à blé de toute l'Arabie, et même au-delà le grenier à blé de l'Afrique orientale, de l'Inde. On voit le blé de l'Arabie être dispersé, partir depuis ses ports tout au long de la période médiévale vers des régions de l'autre côté de l'océan Indien ou de la mer Rouge. Les tissus aussi du Yémen que j'ai évoqué tout à l'heure. À partir du XIIIe siècle, s'opère une révolution importante au Yémen qui va conduire à une intégration plus forte de l'Arabie du Sud avec le commerce de l'Inde, avec notamment un produit qui est totalement oublié aujourd'hui, mais qui a été essentiel, qui est la garance, une plante tinctoriale qui servait donc à teindre les tissus en rouge et qui était extrêmement demandée en Inde. L'Inde avait bâti une partie de sa fortune à l'exportation, on dirait aujourd'hui, sur l'exportation de ces fameuses cotonnades indiennes, ces tissus qui, au XVIIIe siècle, vont faire fureur en Europe, qui sont des cotonnades imprimées avec deux couleurs dominantes, le rouge et le bleu, et le rouge de ces cotonnades venait principalement du Yémen. Et à partir donc de cette demande indienne de la garance, vont se développer de nouveaux terroirs, en particulier les terroirs de l'Arabie du Sud, la région autour de Taïz, qui est une région aujourd'hui essentielle pour l'histoire de l'Arabie. À la même époque, se développe un autre produit d'exportation, les pur-sang arabes, qui sont très demandés en Inde. L'Inde n'a pas un climat favorable pour l'élevage des chevaux, et donc tous les chevaux qui vont fournir la cavalerie des grands empires de l'Inde viennent d'Arabie à cette époque. À partir du XVIe siècle, c'est le café qui prend la relève, qui va entraîner le développement de nouveaux terroirs, en particulier les montagnes les plus abruptes du Yémen, avant l'introduction de nouveaux produits qui vont généraliser finalement, à partir du XVIIIe siècle, le processus de commercialisation à l'ensemble de l'Arabie. Alors vous avez ici donc une carte sur laquelle je vais terminer, qui est une carte des grands ports de l'Arabie à la fin du XIIIe siècle, où vous voyez très nettement la concentration de ces ports dans l'Arabie du Sud, dans une zone aussi importante que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, qui est l'Oman, donc sur la rive de l'Oman. Et vous voyez aussi des grands trous dans cette zone donc, qui correspond ici à une partie du littoral omanais actuel, et surtout ce grand trou, une fois qu'on a passé le détroit d'Ormuz, qui correspond à la côte arabe du Golfe, c'est-à-dire la région où aujourd'hui se trouvent les plus grandes cités marchandes, les plus grands malls, Dubaï, Abu Dhabi, Qatar, Doha, etc. Cette région a connu un développement toujours selon le même mécanisme, c'est-à-dire le développement d'un produit exporté par la voie maritime sur le grand marché mondial. Ce produit, c'est la perle, qui à partir du XVIIIe siècle connaît une demande fulgurante en Inde, et c'est donc au XVIIIe siècle que l'on voit apparaître ces villes de Dubaï, d'Abu Dhabi, de Koweït, pour la première fois, avant que le pétrole, finalement, et le gaz, au XXe siècle, ne viennent leur donner un nouvel élan encore. Mais avant l'ère du pétrole, il y a eu l'ère de la perle. Avant l'ère de la perle, il y a eu l'ère du café. Avant l'ère du café, l'ère de la garance et des chevaux. Avant l'ère de la garance et des chevaux, l'ère des tissus et du blé. Et avant l'ère du blé, l'ère de l'encens. C'est donc toute cette succession
de connexions et de produits qui ont lié l'Arabie avec le grand marché, qui a fait que finalement les petits marchés locaux ont fini par disparaître sous cette connexion, sous cette intégration de l'Arabie au grand marché mondial. Merci Eric Vallet. Nous allons progresser maintenant dans l'histoire pour arriver au XXe siècle avec notre collègue Stéphane Manval. Bonjour, et excusez-moi pour parler en anglais. Je vais vous montrer beaucoup d'images. Tout ce que je veux dire, vous pouvez voir dans ces images, presque. Alors, the feminization of shopping in Jeddah during the 20th century. Located at the Red Sea, approximately 70 kilometers to the west of Mecca, the ancient harbor city of Jeddah has served as a transshipping location for merchants and as a transit point for pilgrims. Since the rise of Islam, this has had a significant effect on the structure of the city. The most important market road in the old town, known today as Souq al-Alawi, leads straight from the harbor in the west to the Mecca Gate in the east. This can be seen on a map from 1927, for example. In fact, Souq al-Alawi has remained both its form and its function as a vibrant market area until today. Historical photographs of the bazaar show shopkeepers sitting or standing next to the entrance of their shops, displaying some of their stock on the street in front of them, and ambulant merchants selling their goods on wagons, trays, or mats on the ground. One can see a steady stream of people passing by the shops of Souq al-Alawi in the early 19th century. Customers looking at goods on display and negotiating prices with salesmen, porters carrying large baskets or sacks on their heads, donkey drivers, camel riders, heavily loaded water sellers, as well as residents and workers trying to find their way through the crowd. Women are almost completely absent on historical photographs of the streets and markets in late 19th and early 20th century Jeddah. Raphael Savignac, a Dominican brother who traveled with a French military expedition to the Arabian Peninsula during World War I, took a snapshot of two fully veiled women in the street passing by the photographer. The shaky image suggests that Savignac hastily snapped the picture without a tripod, aware of the fact that he was not supposed to take pictures of women. A few similar secret point-and-shoot pictures of women can be found in the photo archives of Charles Winkelsen and Christian Snau-Courrogne, which span the period from the 1980s to the 1930s. Pictures of crowds taken from some distance, which enabled the respective photographer to operate unnoticed, do not feature any women except for a few vendors of agricultural produce or homemade food. The only women who smile into the camera without hesitation or distress are black African women of obviously poor social background. A young barefoot woman dressed in rags, carrying a basket and a baby. Another young woman with a baby on her back, sitting next to some fishing boats at the port. Her dress revealing shoulders, arms, and the upper part of her back. Ideally speaking, in early 20th century Jeddah, a woman's place was inside the house, not outside. A Hijazi saying states that, quote, a woman leaves her house twice. She leaves her father's house when she's married, and she leaves her husband's house when she's buried. The author who cites this saying, Hisham Juma, adds, quote, women went out to visit relatives and parents, but not for any sort of participation in public functions or entertainment, end quote. The street was a place occupied by men,
to be avoided by women of any but the lowest social strata. Women of wealthy families would not go to the market because shopkeepers or men sitting in the streets could have recognized them. If their families could afford a servant or a slave, women would have buy him what they needed. Shopkeepers would also come to affluent households upon request to let the women choose from a selection of goods. Yet, as mentioned by Hisham Juma, women often left their homes in order to visit neighbors, friends, and relatives, attend weddings and other festivities, or go to the cemetery in order to commemorate the death. Furthermore, an institution of mutual formal visits, known as wu'ud, existed. But whereas men spent much of their time lingering in the streets and open-air cafes, women were only supposed to traverse public space, not to participate in the activities going on there. Women were physically and, in the literal sense of the word, visible, but they were not seen. Men in Jeddah looked in another direction when a woman passed by, so as not to disturb her, as Abbas al-Fadli recounts in his memoirs. It was a matter of good conduct to pretend not to be seeing her. Another author from Jeddah, Muhammad al-Shahrani, relates this practice to a religious demand articulated in Surat An-Nur in the Quran. Still, living up to the rule of not being seen was not so much a matter of religiousness, but rather of social standing. The visibility of the two poor women with their children photographed by Winkelson indicated the low status of these women. Women at the other end of the social scale, such as the veiled ladies on Savignac's snapshot, avoided to be seen. Many women worked in orphanages, did the laundry for other families, taught girls the Quran, tailored, or even vended food in the streets in order to increase a scarce family income. If a woman was compelled to earn money to make ends meet, work inside the house was of higher esteem than any business in the street. Writing about the 1950s, Abdallah Manna reports in his autobiography that in times of severe financial straits, his grandmother sent him to a benevolent supporter of the family who gave the child some money in return for a handful of empty bottles. For the young boy, whose father had died, this was an embarrassing experience, but it helped the family to survive without making it necessary for the women to leave the house in order to earn money. One generation before, Manna's family had owned 2 houses in Al-Bahr district, several boats, and a few slaves. By avoiding any occupation that involved exposure to the public, Manna's mother and grandmother maintained the social distinction of the family in spite of their poverty. The 1960s and 1970s were a period in which women were more visible in the public and gained more autonomy than in previous decades. Although it was not yet accepted for women to have work, which required leaving the house, a rising proportion of women went to school, and it was not uncommon for daughters of privileged families to earn a university degree abroad. It became normal for many Saudi women to go shopping in the souk, and a bit later in the various shopping centers which started to proliferate in the city. Some of these women were accompanied by their husbands or fathers, while others went shopping without the company of men. Rising numbers of women ceased to cover their faces in the public. Instead of asking for permission, they started to merely inform their husbands if they went out. This trend shifted in the conservative cultural climate of the 1980s and 1990s. Inspired by the teachings of the religious revival movement, extensive religious instruction at school and religious TV broadcasts promoting the Wahhabi doctrine, men and women intermingled less during private festivities. Women who had not worn the veil in previous decades now started to veil their faces. In addition, young women in the 1980s started to wear black gloves and stockings. Women not covering their faces risked being harassed by the religious police, being reprimanded by other women, and becoming subject to slander. More than 30,000 fatwas on women have been produced by Saudi ulama, religious scholars,
the majority of them from the 1980s onward. In an article entitled "Women's Work is Quick Road to Adultery," published in June 1996 in a Saudi weekly, the Grand Mufti of Saudi Arabia, Ibn Baz, disapproved of women working outside the home on the grounds that, quote, "Removing a woman from her home, which is her kingdom, means removing her from her natural state and her character require. Women entering the realm of men is a danger for Islamic society, and that it leads to mixing of the sexes, which is considered the main path to adultery, which splits society and wrecks morals." Opinions such as this one were not necessarily legally binding, and they did not cause those women working as teachers, nurses, etc., to quit their jobs. Yet, considering Ibn Baz's authority and high esteem in the Saudi populace, his and other conservative jurists' and preachers' opinions certainly discouraged many women from leaving the home more than absolutely necessary. In fact, although the number of women graduating from universities and colleges rose considerably until the end of the 1990s, the employment rate of Saudi women remained equally low, around 5 to 6%. The economic growth and distribution of wealth allowed more families to live merely on the men's income. Now that economic reasons did no longer necessitate a woman's work, her modesty appeared doubtful if she had an employment. Whereas in the past, avoidance of the public realm came to define the social distinction of a woman and her family, it was now beginning to be seen as an expression of piety. It would be misleading to assume that changing moral standards were simply imposed on women against their own will by conservative scholars of Islam. One of my interlocutors, Muhannad, a Saudi from Jeddah in his late 20s, mentioned that his wife, whom he described as much more conservative than himself, did not want to go shopping or on similar outings with him. "Your realm is outside, mine is the home," she used to tell him. For outsiders like myself, a statement such as this seems to contain an exaggerated amount of self-imposed confinement and renunciation. For Muhannad's wife and participants of the 1980s and 1990s piety movement, avoiding leaving the home and limiting contact with unrelated members of the opposite sex, as well as other non-liberal social practices, which apparently limit women's opportunities and mobility, are essential to the creation of a pious self. The pedagogical program of the religious revival aimed at cultivating a desire to follow precepts derived from a particular reading of Islamic sources, to the point that negligence feels morally wrong, or like disobedience to God's will. In the 21st century, facing criticism from within the country and abroad, the Saudi state was inclined to demonstrate commitment to gender equality and women's rights. Women were discovered as a subject capable of enhancing Saudi Arabia's image as an exporter of terror and religious extremism. Although women are still not allowed to drive in Saudi Arabia, more opportunities for women to work, study, and engage in leisure activities outside the home have emerged, at least for some women. Noura Al-Faiz was appointed first female deputy minister in Saudi history in 2009. The participation of women in future municipal elections was announced. More public debate on the position of women in the Saudi society was permitted, and new women's universities were founded. In 2009, the co-educational King Abdullah University of Science and Technology, KAUST, to the north of Jeddah was inaugurated. Not all of these steps have been undisputed. Conservative religious scholars publicly condemned the increased mixing of the sexes in work and education at places such as King Abdullah University of Science and Technology. One can currently observe two diverging trends. The first leads toward more mixed spaces, as in the co-educational KAUST. The second trend favored by female Islamists, for example, is a duplication of spaces. Like here, the creation of male and female versions of the same public space, or of female institutions parallel to existing male ones.
This solution is more common and widely undisputed. Since the 1980s, banks, large mosques, ministries, as well as other government organizations have female branches. Many Saudi universities have separate campuses for men and women. Upscale cafes, larger restaurants, beach resorts, and many shopping malls have a large family section and a relatively small area reserved for men. Whereas shopping centers for the lower and medium income groups are usually mixed, most upmarket shopping malls in Jeddah are gender divided. Located near the coastline in the very north of Jeddah, an exclusive mall featuring several Western coffee bar franchises is particularly inventive in dealing with gender segregation. The ground floor is reserved for men, whereas the upper floor is for families and women. And for some reason, this is the mall. I'm not supposed to take pictures of women, and the first floor is on the top of this sign, but who cares? And on the first floor, the entrance hall of the building is spanned by a bridge used as family's only sitting area for one of the coffee bars. Many female customers prefer the seats immediately next to the transparent balustrade facing the entrance of the building. From there, they can watch other customers entering the building and, exposed like actors on a stage, be seen by them. Since they are officially sitting in the family section, many of them do not feel obliged to veil their faces or cover their hair. Women sitting on this bridge or stage obviously seek and find some sort of publicity. While it is not acceptable for men to strike up a conversation with women or vice versa, one can from time to time watch a man dropping a small message on a piece of paper while passing by a young woman. I witnessed how my friend Ahmed called a girl on her phone, whom he obviously did not know before. When Ahmed finished the conversation after a few minutes of small talk, giggling, and reciting of verses from a passionate love song, I asked him how he had obtained the girl's phone number. He replied that he had given her his own number earlier that day in a shopping mall. She had responded with a text message while we were walking down the Corniche. To conclude, it is precisely within shopping malls and other privately owned facilities that many women socialize and enjoy having a public life. Unrelated men and women are not supposed to meet in Saudi Arabia, but in shopping malls they do. By saying this, I do not mean to speak in favor of privatization of urban space in general. Critics of these trends, however, sometimes overlook that privatized, securitized, and access-controlled spaces such as shopping malls produce not only consumers, but also new forms of sociability. In the context of the authoritarian Saudi state that supports a restrictive moral regime, a shopping mall enables banned social activities. Thank you. So, as I was not the organizer, I didn't know that you were focusing on the women only. Oh, yeah. Yeah. So, et maintenant, effectivement, c'était très ciblé vers la femme, parce que je ne savais pas, je ne suis pas l'organisateur de cette table, mais nous allons avoir un autre point de vue justement sur les femmes et sur les jeunes dans les souks et dans les malls aujourd'hui, avec Laura Assaf. Merci. Merci beaucoup d'être là et merci de m'avoir invité. Difficile aujourd'hui de penser aux Émirats arabes unis sans les associer au marché, dans toutes les acceptions dont a parlé Eric Vallet, et surtout à une forme très particulière d'espace marchand que sont les shopping malls. Donc, si le modèle du shopping mall vient des États-Unis, en venant au départ des grands magasins parisiens, il est aujourd'hui à ce point intégré à l'urbanité des villes du Golfe qu'il participe de l'identité de ces villes. Et on n'imagine pas Dubaï, par exemple, sans le Dubai Mall qui est en photo là, qui est le mall le plus vaste du monde et qui comprend notamment un aquarium de 3 étages et depuis peu un squelette de dinosaure que vous voyez en haut. Ou encore le Mall of the Emirates avec sa piste de ski, donc qui est assez célèbre. C'est au point qu'ailleurs dans le monde arabe, à Beyrouth par exemple, on parle de dubaïsation pour référer à des développements urbains qui sont de grande ampleur, financés par des fonds privés et dont font éminemment partie les shopping malls.
Donc, si j'ai commencé à vous montrer Dubaï, qui est l'exemple le plus célèbre aux Émirats arabes unis, c'est parce que je vais en fait concentrer surtout cette intervention sur Abu Dhabi, la capitale des Émirats, qui est le lieu où j'ai travaillé plus spécifiquement et où existe aujourd'hui une dizaine de shopping malls pour 1 400 000 habitants environ. Donc, c'est beaucoup. Alors moi, je ne suis pas historienne, je propose de porter un regard anthropologique sur les shopping malls à Abu Dhabi. Regard autour de 2 questions. L'une qui est la question urbaine, c'est-à-dire qui renvoie au déplacement des centralités dans la ville, comment l'implantation des malls reflète les transformations urbaines, mais aussi comment elle prend part à ces transformations. Et on verra en particulier ce que ça signifie en termes du rapport de la ville avec le grand marché dont on parlait plus tôt, avec le capitalisme global. Et la question sociale qui, quant à elle, interroge ce que ces mutations spatiales signifient pour les populations des villes, qui elles aussi ont connu des transformations importantes dans la période récente, c'est-à-dire comment l'accès à de nouvelles pratiques de consommation modifie le rapport des habitants à la ville, et comment l'accès à des biens de consommation importés de l'extérieur peut influer sur les relations sociales, sur les modes de sociabilité, etc. Je vais parler en particulier donc, des jeunes, puisque dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à ce que j'ai appelé les jeunesses arabes d'Abu Dhabi, qui comptent à la fois les jeunes émiriens nationaux et les expatriés arabes, donc qui ont grandi à Abu Dhabi, sont nés là-bas et ont grandi, mais qui n'ont aucune chance dans l'état actuel des choses d'obtenir la nationalité émirienne, qui viennent de tous les pays arabes, Égypte, Syrie, Liban, etc. Et une des hypothèses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est que malgré ces différences de nationalité, qui produisent des différences hiérarchiques très fortes dans l'accès à l'éducation, à un travail, à la santé, etc., il y a ce qu'on pourrait appeler une citadinité jeune, c'est-à-dire une expérience partagée de l'espace urbain, des formes d'appartenance, d'identification, etc., qui sont partagées et qui passent en partie par certains modes de consommation et par ces espaces donc, mondialisés que sont les shopping malls. Alors, je vais parler d'abord un peu de la... Bon, là, c'est juste une carte des Émirats pour vous situer. Donc là, on est plutôt vers l'est de la péninsule par rapport aux présentations précédentes. Abu Dhabi est le plus grand émirat des Émirats arabes unis. Donc, voilà. Donc, la morphologie urbaine de ces villes littorales émiriennes a suivi un modèle qui est assez spécifique à la région, mais qu'on retrouve dans tous les pays voisins. Ce sont des pays qui ont connu une urbanisation extrêmement rapide à partir des années 60-70, financée grâce aux revenus pétroliers. Donc des évolutions qui sont assez hétérogènes, mais qui suivent des logiques communes malgré tout entre les villes, et donc je vais me concentrer sur celle d'Abu Dhabi. Alors, Abu Dhabi, c'est peut-être la plus typique en termes de ces villes surgies du désert, etc., puisque c'est une ville de peuplement récent. Elle a commencé à être peuplée à la fin du XVIIIe siècle. Elle se développe surtout au moment de l'apogée du commerce des perles, dont on a parlé aussi, donc au début du XXe siècle. Mais la population de la ville diminue à partir du moment du déclin du commerce des perles, donc dans les années 30, et jusqu'aux années 60, c'est-à-dire le moment où on découvre les premières nappes de pétrole dans l'émirat d'Abu Dhabi, la population ne cesse de décliner. Dans les années 60, l'envoyé britannique, par exemple, fait une description de la ville qui est assez misérable en parlant de quelques huttes en branches de palmier, d'un marché effondré, et en précisant que les seuls immeubles sont ceux construits par la compagnie pétrolière. En 1966, arrive au pouvoir le Cheikh Zayed, qui deviendra le fondateur et le premier président des Émirats arabes unis. Le pays est créé en 1971. Et Zayed fait d'Abu Dhabi la capitale du nouveau pays et lance donc de grands projets d'urbanisation et de modernisation de la ville, qui vont du tracé des routes, puisqu'il n'existait pas de route en dur à l'époque, à la planification, donc à des grands plans de construction de logements, de résidences, etc., pour sédentariser les populations bédouines. Voilà, bon, je passe assez vite il y a eu un certain nombre de grands plans de développement successifs de la ville. Après la mort de Zayed en 2004, son fils lui succède et lève un certain nombre des règles qui étaient jusque-là posées au développement urbain, notamment le nombre maximal d'étages par immeuble, par exemple. Donc on passe d'immeubles qui avaient 6 à 8 étages maximum à une dizaine d'étages, et puis aujourd'hui à des immeubles qui en ont 50, 70, etc. Donc à partir de ce moment-là, le développement urbain devient plus chaotique, plus dépendant aussi des investisseurs privés, comme c'était le cas à Dubaï depuis un peu plus longtemps.
Et ça se fait selon des logiques assez variées. Donc une de ces logiques, c'est de construire simplement des nouveaux bâtiments à chaque fois. Et on le voit bien dans le cadre des espaces marchands, puisque là, sur l'image, vous avez en fait trois centres commerciaux, on va dire, les deux derniers étant des shopping malls, qui existent toujours à Abu Dhabi, mais dont les évolutions ont varié. Donc en haut à gauche, c'est le Hamed Center, qui était le premier centre commercial au centre-ville d'Abu Dhabi, qui était donc plutôt un lieu de divertissement pour les jeunes, avec des jeux d'arcade, des fast-food, etc. Et qui aujourd'hui, c'est plutôt, ces activités se sont plutôt déplacées pour subvenir aux populations moins favorisées de la ville. Donc on y trouve par exemple des salons de coiffure africains pour les servantes soudanaises, éthiopiennes, etc. Des cafétérias indiennes. Voilà. Al-Raha Mall, c'est un des premiers malls aussi qui a été construit plutôt dans la banlieue d'Abu Dhabi, qui est fréquenté majoritairement par des Indiens aujourd'hui. Et Al-Mushrif Mall, donc là c'est un mall très récent qui a ouvert je crois vers 2010 ou 2011, en tout cas pendant que j'étais sur le terrain, et qui là a des marques de luxe, un ascenseur qui fait aquarium aussi, un peu comme à Dubaï, etc. Voilà, une autre logique. Vous avez vu qu'Abu Dhabi, c'est une île, et donc on manque de place. Et donc une des logiques, ça a été beaucoup de détruire et de reconstruire plus grand, plus haut, etc. Et un des exemples dont je voulais vous parler, et qu'il aurait été dommage de ne pas évoquer vu le titre de ce panel, qui était du souk au mall, c'est l'exemple du souk ou du marché central d'Abu Dhabi, qui est une illustration particulièrement frappante de ces transformations urbaines, qui a été assez bien étudiée par un chercheur égyptien qui s'appelle Yasser El-Chetaoui. Vous avez la référence en dessous. Donc la première version de ce souk a été construite dans les années 70. Ça faisait partie des premiers plans de développement de la ville, et elle est assez représentative du projet urbain du Cheikh Zayed pour la ville d'Abu Dhabi. C'est-à-dire que ce souk est créé d'abord pour offrir à la population nationale des lots de terrain commercial, pour pouvoir y ouvrir un commerce, avoir un revenu, etc. Donc ça permet de sédentariser les populations, ça permet aussi de redistribuer les revenus du pétrole. Et en général, les échoppes sont louées par leurs propriétaires à des vendeurs pakistanais, indiens, iraniens, etc. Le souk sert aussi la volonté de l'émir de créer une ville arabe, puisqu'on reprend un modèle en fait assez classique de la ville arabo-musulmane, mais qui n'existait pas ou peu à Abu Dhabi, et qui en réalité est une forme assez hybride, puisque le souk des années 70 a des allées couvertes, donc à la manière des souks traditionnels, on va dire, mais en même temps suit un plan orthogonal, rectiligne, qui est celui des plans de développement urbain occidentaux. En 2000, donc, le souk continue à vivre, se dégrade en partie, et en 2002, on annonce le remplacement du souk par un nouveau marché, mais le projet traîne, et c'est seulement après la mort du Cheikh Zayed en 2004 que le projet est repris, et cette fois-ci, c'est un promoteur immobilier appartenant au gouvernement d'Abu Dhabi, qui s'appelle Aldar, qui a fait aussi un grand nombre de projets dans la ville, qui se substitue à la municipalité d'Abu Dhabi à la tête du projet. On commence à exproprier les commerçants, et il se trouve qu'à ce moment-là, une partie du marché brûle dans un incendie, ce qui précipite sa démolition, et le nouveau projet est confié à une firme architecturale britannique, et ça donne ça. Voilà, donc c'est finalement un shopping mall qui, sous le nom de Central Souk en anglais, remplace le marché. Donc en fait, on a le Central Souk qui remplace le marché, et qui est donc la version un peu orientale, avec des épices, des objets antiques ou plus ou moins antiques, etc. Il y a aussi un second mall que vous voyez à droite, qui s'appelle lui le World Trade Center Mall, qui est un projet beaucoup plus volumineux. Et le projet initial comprend 3 tours que vous voyez un peu sur la photo du haut, un hôtel, une tour de bureau et une tour de résidence, qui font entre 50 et 90 étages. Les tours sont toujours en construction aujourd'hui. Il y a eu apparemment des problèmes de financement assez importants, et donc on ne sait pas trop quand elles seront achevées. Voilà, donc j'ai montré jusque-là comment l'évolution des espaces marchands est liée à des dynamiques urbaines de reconfiguration des centralités dans la ville, et en particulier pour la ville émirienne, des ségrégations spatiales des populations. Dans le cas d'Abu Dhabi, le mall sert à repousser du centre-ville les populations indésirables que sont les travailleurs asiatiques pauvres. Donc les malls entérinent en même temps qu'ils participent à un processus qui est au cœur du développement urbain de ces villes, mais aussi des transformations économiques et sociales. En même temps, ces espaces produisent aussi des relations spécifiques et se prêtent à des appropriations nouvelles, et Stéphane en a parlé pour les femmes.
Et il suffit de se promener dans un mall d'Abu Dhabi le vendredi soir, donc au milieu du week-end, et d'y voir la foule pour comprendre le grand succès que remportent ces lieux dans les villes émiriennes. Alors, cependant, tous les malls ne se valent pas. En fonction de leur localisation et de leur accès, ils ont des réputations variées. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup à Abu Dhabi, qui vient critiquer en partie l'idée de non-lieu qu'on a pu associer à ces shopping malls. Par exemple, à Abu Dhabi, le Marina Mall, que vous voyez sur les photos, est un mall qui est plutôt chic, on va dire, avec un supermarché Carrefour, donc une marque européenne, qui est surtout à proximité de l'ancienne plage et de la jetée, qui est un grand lieu de sociabilité des jeunes. Et donc c'est un mall dans lequel que les jeunes gens fréquentent le week-end, qui est considéré comme un lieu de drague, et qui était par conséquent difficile d'accès pour certaines jeunes femmes que j'ai rencontrées, à moins d'être accompagnées par un membre de la famille ou de venir le matin, par exemple. À l'inverse, pour d'autres, il était le seul lieu de sortie envisageable, puisque les autres malls étaient considérés comme trop familiaux, trop bruyants, pas assez chics, etc. Pas assez branchés, on pourrait dire. Cela dit, venir en famille au mall, ça ne veut pas toujours dire un contrôle permanent. Dans ce type d'espace, les groupes se séparent assez aisément, chacun va qu'à ses occupations, on se rejoint plus tard, etc. Le mall est aussi un lieu de promenade, et pour tous les jeunes gens que j'ai rencontrés, qui se souvenaient, en fait, donc c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui ont grandi avec ces shopping malls, qui se souvenaient tous très bien de leur première balade dans un mall à Abu Dhabi. Et ils m'ont raconté comment, jusqu'à 14-15 ans, ils passaient des heures à déambuler dans les malls, à regarder les gens, sans nécessairement acheter, puisque souvent ils n'avaient pas d'argent. Et à Abu Dhabi, les malls se situent beaucoup en centre-ville, donc il est possible d'y accéder en marchant, en prenant le bus, etc. Dans une ville qui est majoritairement consacrée à la voiture, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Pour les jeunes adultes de 20-30 ans, ils se distancient un peu de ces pratiques de déambulation, puisque la manière d'occuper l'espace est aussi un marqueur de l'âge, et donc ils avaient une sociabilité plutôt assise dans les cafés. Alors ces cafés à l'intérieur des malls, donc là vous en avez deux exemples à Marina Mall, le Colombiano Café et le Starbucks. Ce sont des espaces assez privilégiés puisqu'ils sont situés à la fois dedans et dehors. Parfois il y a une vitre qui les sépare du reste du mall, mais on peut quand même regarder, voir et être vu. Or, se mettre en scène, ce jeu de regard, etc., ce sont des caractéristiques de la sociabilité dans ces shopping malls. En général, les garçons et les filles plus jeunes, par exemple, s'observent en chassé-croisé sur les escaliers roulants. On s'habille bien pour aller au mall, c'est un lieu de sortie. On joue sur les vêtements, sur le voile, sur les accessoires, etc. Ça peut être un téléphone portable personnalisé ou un sac de marque qui sont portés ostensiblement. Et donc ce sont aussi des lieux où ces jeunes adultes et ces jeunesses arabes d'Abu Dhabi peuvent incarner un mode de vie cosmopolite, on pourrait dire, puisque dans ces malls on parle anglais. C'est la langue principale des transactions. Le personnel de service, de toute façon, est philippin, indien, etc. et ne parle pas arabe. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, etc. Donc, ils permettent d'incarner en quelque sorte une sociabilité qui est assez spécifiquement associée à cette jeunesse. Surtout, ces malls sont des espaces surveillés, très propres, où tout est contrôlé, jusqu'au climat. Ce qui a pour effet principal d'avoir permis d'ouvrir l'accès du mall aux femmes, c'est ce dont parlait Stéphane, alors que ce n'était pas le cas du souk. Et ce qui a permis d'ouvrir cet accès, c'est que ce sont les lieux d'une certaine ségrégation sociale, puisque les travailleurs migrants pauvres, et les hommes en particulier, n'entrent pas ou rarement dans ces malls, où de toute façon tout est inaccessible financièrement. Et grâce en quelque sorte à cette ségrégation, ce sont des lieux respectables en fait, et donc des lieux où peuvent se développer des relations qui ne seraient pas forcément possibles ailleurs. Par exemple, une sociabilité amicale avec des groupes mixtes de garçons et filles, des camarades de classe qui viennent travailler après les cours, etc. C'est aussi un lieu de rencontre, de drague, on l'a évoqué, notamment par les téléphones portables interposés, parce qu'il y a toujours la crainte, malgré tout, d'être vu ou reconnu par un membre de la famille élargie dans une ville qui est quand même relativement petite. Alors j'ai dit que les travailleurs les plus pauvres n'entraient pas dans le mall, mais à leur exception, les centres commerciaux sont des lieux de grande diversité des populations dans la ville émirienne, et ils sont parmi les seuls lieux en fait de cette diversité de population. On y croise aussi bien des nourrices philippines pendant leurs jours de congé, que des familles émiriennes et arabes, que des migrants qualifiés européens ou américains, etc.
Et cet espace se fait aussi le reflet des conflits que peut susciter cette diversité ethnique, sociale et culturelle. Notamment, ce sont le lieu, par exemple, de bataille autour des codes vestimentaires. Dans les dernières années, il y a eu un certain nombre de campagnes organisées, notamment sur Internet, par Twitter, etc., par des femmes émiriennes qui tentent de s'opposer au port de vêtements très courts dans les malls. Donc ça vise surtout les femmes occidentales et asiatiques. Alors, en général, les directions des malls ont réagi de manière assez apathique, on va dire, en affichant des pancartes de ces codes vestimentaires, mais sans beaucoup plus de conséquences. Mais ces conflits sont symptomatiques aussi des attitudes de la population nationale face au nouveau développement urbain, et donc j'en reviens au lien avec ce que je présentais au départ, sachant que ces attitudes ne peuvent pas, ou ces positions ne peuvent pas s'exprimer directement, puisque la critique du gouvernement est interdite, elle est passible de prison, voire dans les cas extrêmes de retrait de la citoyenneté. Or, les nationaux ont souvent l'impression, face à ces impératifs de diversification économique, que les nouvelles constructions ne sont pas pour eux, ne leur sont pas destinées, que la mondialisation est allée trop loin, etc. Et c'est souvent sur cette question des mœurs ou de la morale que les conflits achoppent. Donc la question des vêtements est un des domaines. Un autre domaine, c'est par exemple l'alcool, alors qui n'est pas vendu dans les malls, mais dans les hôtels de luxe, ou dans les hôtels en général d'ailleurs. Et qui pose pour sa part la question de quels biens de consommation on veut importer de l'extérieur. Voilà, donc en conclusion, assez rapidement, l'anthropologie urbaine a longtemps considéré le souk comme le centre civique de la ville arabe, comme l'espace public par excellence, c'est-à-dire le lieu où les différentes communautés se rencontrent, se mélangent de manière pacifique, etc. Et pour cette raison, on a souvent reproché aux villes du Golfe d'être des villes dépourvues d'espace public. Des villes où ces souks, finalement, étaient des constructions artificielles, non historiques, et à qui il manquerait, en fait, cet espace commun du souk. On a vu pourtant que l'espace juridiquement privé du shopping mall aux Émirats se prête à des pratiques qui sont celles de l'espace public, avec bien sûr des continuités et des ruptures. Pour les jeunes gens qui ont grandi avec les shopping malls d'Abu Dhabi, il ne s'agit pas seulement d'y transposer des pratiques de sociabilité qui existeraient ailleurs dans la ville, ou même des pratiques que leurs parents avaient, une partie bien sûr, mais ils inventent aussi de nouvelles manières d'interagir, d'occuper l'espace, etc. Et ces malls deviennent aussi, pour ces jeunes, des espaces d'autonomie relative, où est permise par exemple une mixité de genre qui n'est pas possible ailleurs. Ce sont aussi des lieux en lien avec le monde global et qui permettent, grâce à cela, des modes d'identification et d'appartenance qui sont spécifiques et qui passent par certaines formes de consommation, comme on l'a vu, et qui permettent que se forme dans ces espaces une sorte de jeunesse cosmopolite et donc une citadinité propre à ces jeunes générations du Golfe. Voilà, merci. Merci Laura Saf. Alors moi qui suis un petit peu hors de ces sujets, vous m'entendez, oui. J'ai un petit peu, avec votre discours, trouvé qu'il y a une évolution vraiment très forte, un changement très fort dans les marchés et les souks. Autant quand vous nous parliez des périodes anciennes, vous nous parliez d'échanges, de commerce, c'était ça qui était important et c'était ça qui créait les marchés. Et les marchés peut-être développaient des centres urbains, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un besoin de marché. Alors que là, pour les périodes contemporaines, on a l'impression au contraire que c'est le développement urbain qui crée ex nihilo des marchés. Le marché n'est plus du tout moteur de la création urbaine, non? Et puis d'autre part, dans les marchés anciens, ce qui était important, c'était le business quand même. Et là, dans les marchés modernes, on a l'impression que les critères importants, c'est la sociabilité, ce qu'on va faire, on va créer un marché, oui, un souk, un mall avec une certaine image, avec un certain environnement, pour un niveau social pour une certaine partie de la population, non? Je me trompe, mais enfin bon, peut-être. C'est très contrasté par rapport aux périodes anciennes. Bon, mais il nous reste peu de temps. Et si vous avez des questions, normalement une hôtesse devrait être là, avec un micro pour passer dans les rangs. Donc, y a-t-il des questions? Oui, devant. Attendez, vous allez avoir un petit micro et on va pouvoir vous entendre. Bonjour, Florence Evin, je suis journaliste au Monde. Ça préfigure quand même un changement quasi radical de société, non? C'est les premiers pas d'une évolution quand même assez radicale de la société. C'est pour... je pense que c'est...
pour Laure, qui est... depuis combien de temps vous travaillez toujours à Abu Dhabi? Oui, depuis pas très longtemps. Je suis doctorante, depuis j'ai commencé ma thèse en... On n'entend pas. Oui, non, en fait, ça marche. Oui. J'ai commencé ma thèse en 2010. D'accord. Et donc, depuis 2001, vous êtes là-bas? 2010. 2010, excusez-moi, j'étais pas là au début, malheureusement, j'ai raté le début. Et donc, voilà, ma question, c'est ce que vous expliquez préfigure quand même un bouleversement total des structures sociales, des échanges, des rencontres, et en mettant à l'écart toute une partie de la population, puisque le vieux souk quasiment disparaît au profit de centres comme ça, assez déshumanisés et standardisés. Il y a du changement social, c'est sûr, mais en fait, la population du vieux souk, c'est une population qui n'a jamais fait partie officiellement de la population d'Abu Dhabi. C'est des gens qui n'ont jamais eu la nationalité, etc., et qui ont toujours été considérés comme des travailleurs temporaires, dont on cherche en fait à faire des flux qui viennent en permanence, mais qui ne restent pas dans la ville. Donc la ville s'est aussi construite justement en essayant de les pousser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des formes d'ambivalence, et il y a un discours qui vient du haut. Et il y a aussi un discours, y compris des populations nationales, etc., où par exemple en 2012 à Abu Dhabi, on a fermé toutes les petites épiceries de quartier sous couvert de normes d'hygiène, et en fait personne n'était content, y compris la population nationale, et où tout le monde disait que c'était fait pour se débarrasser justement des petits commerçants pakistanais et indiens qui étaient là depuis très longtemps, mais avec qui les gens avaient aussi noué des liens d'affection, de sociabilité, etc. Donc c'est pas aussi uniforme que ça peut en avoir l'air vu du haut, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup accès aux discours gouvernementaux et à tous ces projets qui sont, pour lesquels il y a beaucoup de publicité, etc., dont on voit en permanence les images. Quelle est la population des Émiratis et la population étrangère? Il y a 80% d'étrangers à peu près aux Émirats. Et en tout, à Abu Dhabi, c'est un peu moins de 2 millions de personnes. Merci pour cet exposé, ces exposés. Je voudrais poser une question à M. Cage. Je ne sais pas, je prononce mal votre nom. Pardon. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Pardon. Non, mais j'ai pas posé mes lunettes sur et donc j'ai pas pu. Vous parliez d'un certain nombre de documents pour identifier l'existence de certains marchés. Je voulais savoir si vous avez envisagé, peut-être vous êtes en train de le faire, de travailler sur des manuscrits de Tombouctou. Vous savez que certains documents sont arrivés à Tombouctou, n'ont pas seulement été écrits à Tombouctou, ils viennent du Maroc, mais ils viennent aussi de l'Irak, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et il parle de l'Arabie, il parle de toutes ces régions-là. Je ne sais pas si vous avez envie de travailler là-dessus. Alors, je ne sais pas, oui, on m'entend ? Oui. Jusqu'ici, non, c'est une documentation sur laquelle je n'ai pas travaillé, mais on retrouve effectivement de nombreux parallèles entre le fonctionnement de ces structures pré-islamiques avec ce qu'on observe à la période islamique. Et je notais au cours de l'exposé d'Éric Vallée que le fonctionnement, finalement, est quasiment identique à la période pré-islamique, avec ces petits marchés, les marchés, ce qu'Éric appelait les marchés à l'échelle locale, qui finalement se tiennent un petit peu en des lieux ponctuels hors les murs. Système que j'envisage avoir été celui de la période pré-islamique, et puis le grand marché qu'on retrouve également avec nos centres, nos capitales caravanières, justement, où là le commerce tirait la ville vers le haut, et la ville s'est développée autour du commerce, puis ensuite autour des ports maritimes qui étaient sous contrôle royal. Donc il y a énormément de parallèles qu'on peut faire effectivement de manière un petit peu rétrospective en scrutant la documentation d'époques plus tardives. Alors peut-être qu'effectivement dans les manuscrits Tombouctou, il y aurait un certain nombre d'informations que l'on pourrait glaner. Et oui, c'est une documentation sur laquelle on... Mais vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas en train... Vous ne le faites pas, vous n'êtes pas Non, je ne l'ai pas encore fait, non. Enfin, vous, une équipe, pas à titre personnel, hein, bien sûr. Voilà, sur les manuscrits d'époque islamique. Donc, il se trouve que le système médiatique a sa grandeur et aussi ses injustices. Donc, effectivement, on s'intéresse beaucoup aux manuscrits de Tombouctou, on en parle beaucoup et c'est très bien et c'est essentiel parce que ces manuscrits, une partie d'entre eux sont en danger.
Mais il faut savoir que partout dans le monde de l'islam, il y a une production de manuscrits extrêmement importante à la période médiévale, et que dans l'Arabie du Sud, au Yémen, beaucoup plus de manuscrits ont été produits au cours du Moyen-Âge que dans la région de Tombouctou. Donc, je dirais bien sûr, les manuscrits de Tombouctou sont intéressants, même si c'est quand même plutôt des manuscrits qui portent sur la région, disons, des contacts entre l'Afrique de l'Ouest subsaharienne et puis l'Afrique du Nord. Mais avant de s'intéresser aux manuscrits de Tombouctou, il y a déjà un travail énorme sur les manuscrits d'Arabie, dont une toute petite partie a été jusqu'à présent étudiée. Donc oui, il y a des équipes qui travaillent, malheureusement pas assez nombreuses. Je voudrais profiter de la présence de Mounira Chapouto-Remadi ici pour signaler aussi que il y a plusieurs chercheurs tunisiens qui travaillent beaucoup sur l'histoire de l'Arabie, ce qui est un peu une spécificité de la Tunisie dans le paysage du monde arabe, et qui ont fait beaucoup de travaux très intéressants, malheureusement mal connus en France et en Europe, sur l'histoire de l'Arabie, mais qui ont aussi travaillé sur certains de ces manuscrits. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'à Tombouctou, les caravanes étaient le terminus. Donc, ils amenaient des manuscrits de cette région. Et il se trouve que j'ai rencontré le président d'une association, Abdelkader Haïdara, je regrette que demain il ne soit pas là, qui m'a communiqué des manuscrits. Je traduis bénévolement des manuscrits de Tombouctou. Et là, je suis en train de traduire un document de voyage écrit par une femme dans son baldaquin, enfin son baldaquin, et elle raconte ce qu'elle a vu. Mais tout à fait bénévolement pour ma part. Et lui, c'est une association, mais je m'imagine tout ce qu'il peut y avoir comme richesse. C'est dommage qu'il n'y ait pas des équipes qui fassent ça de façon plus scientifique, puisque vous faites un travail magnifique. Il y avait d'autres questions par ici, je crois. Vous avez parlé des temples et comment dirais-je, et de ces lieux où le roi Himyarit ou Sabéen contrôlait les marchandises qui provenaient d'Inde, etc. J'aurais voulu que vous parliez un peu de ces aswaq, Shehr, Souq al-Rabia, tous ces marchés qui étaient sur les ports qui se sont épanouis au XVe siècle, etc. Comme lieu comment dirais-je, qui ont une espèce de statut de foire internationale où tout le monde se rencontrait, les poètes, etc. Parce que je trouve dommage que autour de cette table, on n'a pas beaucoup parlé de la culture, parce que quand on produit des aromates, de l'encens, etc., on produit de la culture, on produit de la poésie. Et il y a une chose aussi, une remarque par rapport à la Samsala. Je pense que Samsala Nouhas, vous qui travaillez sur la ville de Sanaa, c'est un lieu de stock. C'est une nomination, on va dire, de l'arabe du Nord. Et quand on dit Khan, ça veut dire le lien avec l'Inde, parce que toute la nomination dans le Hadramaut, si vous voulez, c'est des pistes qui nous aident un peu à voir les liens. Et j'aurais voulu aussi qu'on se concentre sur la relation justement entre les temples et le lieu où on prenait les impôts. Et comment dirais-je, on remarque que dans les aswaq, vous n'avez pas parlé de Souq Ukad, on peut pas aussi, et peut-être même on peut dire quel est le statut de Médine, c'est-à-dire Médine, c'est la première, on va dire, city, Médine qui va détrôner la Mecque, qui était le carrefour où passaient les marchandises jusqu'en Jordanie, en Irak, etc. Voilà. Oui, très rapidement. Donc, mais sur l'Antiquité, ces lieux, vous parlez des ports, n'est-ce pas ? Ces ports dans l'Antiquité n'étaient pas des endroits grouillants, pleins de gens. C'était au contraire des endroits assez isolés, avec quelques entrepôts, souvent des places fortifiées. C'était pas un lieu de melting pot culturel du tout. Après, ça l'est devenu petit à petit, peut-être, dans l'époque médiévale, à certains endroits. Eric ? Oui, même une ville comme Jeddah, par exemple, Ibn Battuta, donc le grand voyageur, raconte qu'il y avait des vendredis à Jeddah où on n'arrivait pas à atteindre le quorum de 40 personnes pour que la grande prière ait lieu. Donc c'était les ports pendant toute la période médiévale jusqu'à
période assez récente, avait une occupation saisonnière, y compris un port comme Aden. Donc la population variait au fur et à mesure de la saison. Il y avait vraiment des saisons creuses. Alors juste une remarque sur ce que vous avez appelé donc les marchés des Arabes, les Aswaq al-Arab, qui est donc cette imagerie, je dirais, qui s'est développée au cours des premiers siècles de l'islam, qu'on trouve dans des textes qui ne sont pas des textes forcément très anciens. On trouve chez Azraqi au 9e, 10e siècle. Les historiens sont un peu ennuyés avec la description de ces marchés, parce que, comme tous les textes qui parlent de l'Arabie pré-islamique, dans quelle mesure constitue-t-il une réalité qui a été reconstituée? Dans quelle mesure renvoie-t-il à donc des marchés qui étaient effectivement des marchés très importants? Quand on prend les listes des marchés des Arabes dans les différents textes, on voit qu'il y a des divergences. Ils ne sont pas d'accord sur la liste de ces marchés des Arabes. Il y a des divergences aussi sur leur mode de fonctionnement, sur la saison à laquelle ils intervenaient. Oui, bien sûr, il y avait des marchés avant l'islam. Oui, bien sûr, il y avait des marchés, y compris dans le Hijaz. Il y avait des marchés qui étaient des marchés temporaires et peut-être des marchés permanents aussi, à Médine ou ça. Bon, malheureusement, on a pour l'instant aucune inscription, aucun texte ancien qui permette de le prouver. Ce qui est important ici de dire, c'est de voir que dans l'Arabie, le marché, le souk, est devenu un élément du mythe, notamment du mythe des villes anciennes. On pourrait citer beaucoup d'exemples, mais il y a des textes médiévaux qui évoquent la période pré-islamique. Et dès qu'on parle d'une ville pré-islamique, il y a un marché mystérieux au centre duquel il y a un puits, au fond du puits il y a un trésor. Bon. Donc voilà, le marché, c'est un élément de cette Arabie mythifiée qui a fait rêver aussi les hommes de la période, disons, abbasside et post-abbasside, qui n'avaient plus beaucoup de contact avec ce monde-là, et qui, en même temps, le voyaient comme, avec un regard très ambigu, à la fois une sorte d'âge d'or perdu et en même temps de jahiliya, c'est-à-dire de période dont on s'est définitivement écarté. Donc voilà, il faut prendre ça avec précaution. Les marchés étaient-ils des lieux importants pour la culture? Je dirais oui, pas forcément pour la poésie qui était récitée, parce que les activités culturelles, si on pense à Sanaa, elles n'avaient pas lieu dans les marchés à proprement parler, elles étaient plutôt dans les markials, dans les salles à l'intérieur des maisons. En revanche, le marché a une importance, notamment pour le commerce du livre, puisque dans chaque marché de ville, il y a toujours un coin pour les libraires, et le livre a constitué un objet de marché très tôt dans les terres de l'islam. Est-ce que je peux juste répondre d'une chose? Par rapport à la Tihama, vous nous avez montré une carte, vous avez mis l'accent sur Aden et la Tihama et Aden, c'est le 15e siècle. Souk Chehr, dans le 15e siècle, c'était plus un souk. J'aurais voulu qu'on voit aujourd'hui justement la connexion entre la partie orientale sur laquelle a travaillé Assaf ou même la partie sur laquelle a travaillé Stéphane, c'est-à-dire le lien, c'est-à-dire qu'on est à Aden, avec la Tihama, on voit un souk. Vous pouvez même jusqu'à aujourd'hui aller à Chehr ou à Moukalla et voir des souks comme dans la Tihama. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a une chose, pour parler de choses concrètes aussi, par exemple à Shibam, Hadramaut, il y a le souk Nisa. C'est à Sanaa aujourd'hui. En 15 minutes, évidemment qu'on ne va pas faire le tour de tous les souks de la péninsule arabique. Donc, vous avez tout à fait raison, il y a tous ces souks-là, effectivement. C'est le propos, parce que aussi, à Sanaa, les femmes investissent l'espace à un moment donné de la journée. Parce que Shari' Jamal à Sanaa, les femmes vont acheter de l'or entre 4 heures, à l'heure du cadre où les hommes vont cater, on va aller au marché. Aller au marché.